その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。Sûrement la phrase la plus iconique de la série, elle fait brillamment son travail d'ouverture à ce qui suivra en nous présentant les tenants et aboutissants de l'une des œuvres majeures de la décennie précédente. Enfin, à un détail près, car derrière cette beauté plastique et cette musique d'une théâtralité épique, cette scène met surtout en avant le fait que Eren sera le personnage principal de l'anime. A première vue, ça semble être le cas, puisqu'il est constamment sur le devant de la scène et que l'intrigue tourne autour de lui. Mais quand on y réfléchit bien, on voit que quelque chose cloche. En effet, son développement sur un plan moral est quasiment inexistant, ses apparitions sont parfois très courtes comme la saison 4 où il lui arrive d'être absent pendant plusieurs épisodes d'affilée, il est détestable et détesté de beaucoup de gens de la communauté, bref, il n'a rien d'un protagoniste. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si le protagoniste n'en est pas un ? Bah rien, puisque c'est impossible. Et SNK ne fait pas exception à la règle, Eren ne peut pas en être le héros. Mais le truc, c'est que de toute façon il n'en a pas besoin, car le protagoniste, c'est lui. Et elle, et lui aussi, sans oublier elle. Ouais, ça fait beaucoup de protagonistes, mais je vais développer au cas par cas et vous allez comprendre. Bon, débutons avec... Armin Harley. Se positionnant comme meilleur ami du héros dans une configuration normale, il est probablement ce qui s'approche le plus d'un personnage principal dans l'Attaque des Titans. D'une part, on a là un vrai protagoniste de shonen. Naïf et court d'apparence mais très courageux au fond, il n'hésite pas à risquer sa vie pour réaliser son rêve de voir un jour la mer. De plus, doté d'un atout le différenciant des autres, soit son intelligence, il marche sur les pas de son mentor, le Major Erwin, pour aider ses amis et combattre ses ennemis. On est là sur une description très neketsuesque, montrant celui qui entreprendra son voyage initiatique, le menant à l'âge adulte. D'autre part, Armin connaît l'un des meilleurs caractère development de toute la Japanimation. Au début, il est faible mais a des valeurs. Il fait tout pour les défendre au point de se laisser tabasser. Il a 2 meilleurs amis qu'il chérit, un grand-père qu'il aime, bref, il vit une vie paisible. Puis, un élément perturbateur arrive et la vie du garçon est chamboulée. Après ça, il devient un homme, déterminé, faisant tout pour accomplir son objectif avec ses amis, tout en essayant de sauver le plus de gens possible. Un développement tout à fait normal si on s'arrêtait là, mais Isayama décide de nous poser une question. Que se passerait-il si un personnage principal de shonen accomplissait son rêve au milieu de l'histoire ? Imaginez que Luffy ait découvert le One Piece à Alabasta ou que Naruto soit devenu Hokage après avoir battu Pain. Eh bien, pour Armin, ça a changé sa personnalité du tout au tout. Le garçon téméraire faisant tout pour ses amis est maintenant rongé par le doute, la peur et le déni représenté par le fait que son titan n'a pas d'oreille pour ne pas entendre les cris des milliers de gens qu'il massacre. Sa relation avec les autres est également très différente. Lui qui était pourtant un habituel plutôt doux et pacifique en vient à crier sur une Mikasa perdue, à se jeter sur Eren pour le frapper ou encore à tuer des amis à lui sans hésitation alors que quelques jours plus tôt, il sauvait un garçon ennemi car plus utile à son plan. Sa témérité est devenue colère, sa gentillesse déni et son intelligence calcul. Il n'a plus rien à voir avec celui qu'il était au début tout en n'ayant presque pas changé. Cela est accentué par une plastique lui donnant au début des traits arrondis, presque mignons, des traits ayant laissé leur place à un visage plus maigre comme représentatif d'une extrême fatigue. Ça, c'est pour les aspects scénaristiques, mais de manière plus évidente, Armin a autant, voire plus de temps d'écran que Eren. C'est donc logique de le considérer comme le personnage principal car c'est lui qui mène principalement l'histoire. Au final, c'est plus son aventure que l'on suit en fait. Ah, et vous savez quel autre personnage a beaucoup de temps d'écran ? Mikasa Ackerman. A première vue considérée comme love interest du héros, puisqu'on vient de voir que le héros n'est pas le héros, on va voir qu'elle est aussi le héros. J'ai rien compris à ce que je viens de dire, mais bref, tout ça pour expliquer qu'il possède également un character development digne des plus grands protagonistes existants. Ici, on est loin du héros de Neketsu, car déjà c'est une meuf et que le Japon c'est pas vraiment le pays de l'égalité, mais surtout parce qu'elle suit plutôt le schéma de la princesse en détresse qui va peu à peu s'émanciper de son prince charmant. Sauf qu'on est dans SNK, donc le prince c'est un malade génocidaire et la princesse est plus proche d'une expérience de super soldat menée pendant la Seconde Guerre mondiale que de réponse, mais passons. Donc, Mikasa a été sauvée petite par Eren, faisant de lui sa raison de vivre. Dans la première saison, on a donc une Mikasa dépendante, ne pouvant rien faire de son plein gré, tel un petit chien énervé n'ayant de tâche qu'à son maître. La première marche de son évolution va donc se faire par sa rencontre avec Levi. À ce moment-là, elle va comprendre sa faiblesse, qu'elle ne pourra pas toujours défendre Eren et qu'elle doit changer pour pouvoir protéger ce qu'elle aime. On a donc ici le moment où la princesse comprend qu'elle ne peut pas vivre sur le dos de son prince et qu'elle doit changer les choses. Les péripéties s'enchaînent sans trop de modifs chez Mikasa, jusqu'au moment où arrive la deuxième étape de son évolution, la séparation entre elle et Eren. À ce moment-là, elle comprend que son prince n'était pas la vision idéalisée dont elle s'en faisait et apprend peu à peu, à force de doute et de remise en question, à s'en détacher. On est ici sur une forme de protagoniste totalement différente du précédent, car très peu vue dans les mangas. On parle beaucoup d'émancipation, mais très rarement de ce genre de dépendance et de leurs effets néfastes sur une personne.
On a donc un personnage principal assez original et très complémentaire au premier, car quand l'un comprend la dureté de la réalité du monde en voyant peu à peu son idéal personnel s'effondrer faute de sens, d'objectifs, de rêves, l'autre voit d'abord le sens de sa vie disparaître, lui faisant comprendre que l'idéal qu'elle voyait n'était qu'un masque sur l'entièreté du monde qui lui restait à découvrir, un monde certes dur, mais vraiment beau. L'un a découvert la dure réalité, l'autre la beauté du monde. Et on enchaîne avec... Jean Kirstein. Pouvant être considéré comme le personnage faisant office de rival pour Eren, c'est en réalité plutôt l'inverse car c'est Eren qui est le rival de Jean. En effet, on a là deux personnages initialement identiques. Ils sont colériques, plutôt bêtes, très puérils, ont une sacrée rage de vaincre et s'accompagnent toujours de leur acolyte un peu niais. Et comme dans SNK, malgré le côté peu manichéen de l'œuvre, on suit tout de même le camp des gentils, Eren n'est décidément pas le personnage principal, car Jean est Eren s'il n'avait pas choisi la voie de la colère et de la vengeance. De la même manière qu'Eren, Jean a vécu des événements traumatiques, comme la mort de Marco par exemple, mais lui était plus vieux, mieux entouré et dans un meilleur contexte. Cela lui a permis de ne pas sombrer dans la haine et de devenir plus mature. A partir de là, le personnage va alors évoluer pour prendre un chemin juste et droit, un chemin sauvant le plus de monde possible. Un personnage certes classique s'il était directement présenté comme le protagoniste, mais si bien écrit quand on le met en parallèle de Eren. Rainer Braun. Également en quelque sorte rival d'Eren, il est lui bien loin de sa personnalité mais tout autant intéressant. Rainer nous est d'abord présenté comme le meilleur guerrier du bataillon d'exploration juste derrière la déesse de la guerre qu'est Mikasa. Il est grand, fort, bon avec tout le monde, semble être un énième plouc venu d'un coin reculé des murs, et est globalement un bon personnage, mais sans plus. Il va alors agir comme tel pendant une trentaine d'épisodes jusqu'au moment fatidique, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur épisode de SNK, même si en vrai on sait tous que c'est l'épisode 79, la révélation sur le titan colossal et le titan cuirassé. A partir de là, Rainer passe d'un personnage secondaire plutôt inintéressant au héros d'une tragédie. En effet, le destin n'est pas le meilleur ami de notre guerrier, car toute sa vie n'a été que souffrance. Et par cette souffrance, au fur et à mesure qu'on va en apprendre plus sur lui, sur ses peines, ses douleurs, qu'on commence à le connaître, à l'apprécier, celui-ci prend la place du soi-disant protagoniste. À ce moment-là, on ne veut plus savoir ce que Eren va dire à Rainer, on veut savoir ce que Rainer va entendre de Eren. De plus, en cherchant à aller au-delà de la tragédie classique, Isayama va faire en sorte de ne pas laisser Rainer mourir alors que c'est la seule chose qu'il souhaite. Il est donc condamné par le destin à devoir lutter pour réparer ses erreurs passées, erreurs qui ne sont pourtant pas réellement les siennes, mais celles d'un enfant fanatique, embrigadé par un gouvernement fasciste et raciste. Le développement de Rainer le faisant passer d'un personnage secondaire oubliable à l'un des héros tragiques les mieux écrits des dernières décennies en termes de bande dessinée japonaise est probablement l'un des plus grands exploits de Isayama, loin devant ses foreshadows ou autres retournements de situation. Mais on dirait que Isayama est un champion quand il s'agit d'écrire des personnages de la famille Braun, car sa cousine n'est pas en reste. Et quand je parle de sa cousine, je parle évidemment de... Gabi Braun. Elle aussi guerrière embrigadée par Mar, elle a beaucoup été comparée à Eren quand il était jeune, et ce, à juste titre. Effectivement, du haut de son mètre 40, elle a en elle une quantité de haine immense envers les Eldiens de Paradis, les considérant comme de vrais démons. Au travers de son histoire qui nous est racontée, elle peut donc réellement être considérée comme le personnage principal de la première partie de la saison 4 de SNK. En effet, tout tourne autour de elle à ce moment-là. Le début est fait d'épisodes centrés sur elle, son environnement et sa relation avec le reste des aspirants et des guerriers. Ce qui suit va beaucoup la mettre en avant en faisant de sa simple existence un enjeu du conflit entre Mar et Paradis, et le fait qu'elle ait tué Sacha va réussir à provoquer une guerre hors de l'animé entre ses nombreux adorateurs et ses encore plus nombreux haineux. Tout cela fait qu'elle a beaucoup de temps à l'écran et qu'elle a une place importante dans l'histoire. Mais ça n'est évidemment pas suffisant pour en faire le personnage principal. La vraie raison pour laquelle je la considère comme telle se trouve dans la seconde partie de la saison 4. C'est à partir de là que le changement va vraiment s'opérer, car comme pour Jean, on va voir un autre personnage identique à Eren prendre une autre direction dans le bon sens. En comprenant son erreur d'avoir depuis le début considéré les Eldiens de Paradis comme des démons, alors qu'au final c'est plus elle qui agissait comme telle depuis tout ce temps, elle va évoluer sur un plan humain. Les rencontres qu'elle aura faites, les expériences qu'elle aura connues et toutes les discussions qu'elle aura eues, aussi bien avec la famille Braus qu'avec Kaya, l'auront fait non seulement devenir comme ceux qu'elle détestait, mais de plus l'auront transformée en un miroir de Sacha, celle qu'elle a tuée. Ainsi, on a là un arc de rédemption en faisant clairement le personnage principal du segment. Bon, pour conclure, on a vu ici 5 personnages qui méritaient plus le titre de protagoniste de SNK que Eren. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont chacun des développements complémentaires et les rendant tous aussi intéressants les uns que les autres. Que ce soit Armin ou celui qui avait déjà accompli son rêve, Mikasa la princesse soldat qui découvrit la beauté du monde, Jean le miroir du pseudo-héros, Rainer le héros tragique, ou Gabi, celle qui a appris à ne plus voir les démons.
Et je suis sûr qu'en regardant la série avec en tête que le personnage principal est l'un d'entre eux, on peut en avoir une toute nouvelle expérience. Bref, c'est tout pour cette vidéo, je vous mets dans l'onglet communauté un petit sondage pour savoir lequel représente le plus le personnage principal de SNK selon vous. Cette vidéo m'aura demandé beaucoup d'efforts d'analyse, de recherche, d'écriture et de montage, donc si vous pouviez la partager, ce serait le meilleur moyen de me soutenir. Et sinon, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage et commentaires. Et sur ce, à plus!